Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur 5 lieux hantés spécial USA, car oui, je connais pas mal les États-Unis, j'ai pas mal enquêté là-bas. Et pour cause, finalement, quand j'ai commencé à être enquêtrice, j'ai beaucoup enquêté aux États-Unis. J'ai commencé par enquêter aux États-Unis, alors j'ai fait pas mal d'événements, j'ai assisté à pas mal d'événements. Désormais, je suis invitée à pas mal d'événements, vous allez comprendre pourquoi au cours de la vidéo. Mais voilà, finalement, les États-Unis, je connais très bien, j'y vais très souvent. Et je vais vous raconter l'histoire de 5 lieux d'exception que j'ai pu visiter et enquêter. Allez, on n'attend pas, c'est parti, je sais que c'est le rush de Noël, alors on est un petit peu pressé. Premier lieu. Alors le tout premier lieu que j'ai enquêté, et je trouve que j'étais assez chanceuse pour ça, c'est le Stanley Hotel. Alors le Stanley Hotel se trouve dans le Colorado, dans les montagnes du Colorado très exactement. Il est vraiment plutôt isolé dans les montagnes de Estes Park. Et c'est vraiment le premier lieu hanté que j'ai visité, tout confondu. Donc c'était il y a environ 8-9 ans. Et voilà, j'ai assisté à un événement qui était un Weekend Ghost Hunt, où il y avait Zach Bagans, Aaron Goodwin, Chris Fleming, les Constantino, Gary Galka, voilà, toutes ces personnes-là qui font partie un petit peu de l'entourage de Ghost Adventure. C'était un très beau week-end, mais ça m'a surtout permis de visiter ce lieu d'exception. Alors il faut savoir que le Stanley Hotel tient son nom de Oscar Stanley, qui était un grand constructeur automobile du début du XXe siècle, qui a vraiment fait sa fortune dans ce milieu, et qui découvre un jour qu'il a une tuberculose. Son médecin lui conseille d'aller dans les montagnes pour prendre vraiment l'air frais, ça va lui faire du bien. Donc il décide d'aller dans le Colorado. Alors il faut savoir qu'au début 20e, le Colorado, les montagnes vraiment du Colorado, n'ont pas du tout été aménagées, c'est encore brut. Donc il y va, il adore le Colorado parce que c'est vraiment très beau, mais il se rend compte que c'est vraiment trop rustique pour lui, qui est un petit peu mondain maintenant. Donc il décide de faire construire une maison là-bas, sauf que dans sa folie des grandeurs, il construit pas une petite maison, il construit un hôtel. Le temps de construction durera 2 ans, et donc à partir de là, ça devient l'endroit le plus mondain des États-Unis. Il invite ses amis, il invite tout le Gotha des États-Unis, il fait des soirées en permanence, voilà, il y a tout le temps du monde, mais ça reste vraiment sa résidence personnelle, et il va la garder ainsi pendant une petite quinzaine d'années, pendant 15-20 ans. Et puis finalement, comme il va mieux, il va décider de se débarrasser de ce lieu et de le revendre à la municipalité, qui va en faire donc un hôtel public, là où cette fois-ci tout le monde peut venir. Et depuis, c'est toujours un hôtel, mais à partir de là, à partir du moment où les gens sont venus séjourner dans l'hôtel, il y a eu pas mal d'histoires qui ont été recensées sur des phénomènes paranormaux qui étaient vécus dans les chambres, dans l'hôtel. Il y a pas mal de légendes qui sont construites aussi, bref. Le lieu a intéressé beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont venus, il y a beaucoup de médiums aussi qui sont venus. Vous avez très certainement vu Shining, qui a été réalisé par Kubrick, mais qui a été aussi écrit par Stephen King. Il faut savoir que c'est le Stanley Hotel qui a inspiré Stephen King. Donc Stephen King était venu à l'époque où il écrivait justement Shining, enfin il n'était pas encore écrit, il voulait l'écrire, il cherchait matière pour écrire un roman. Et il est venu séjourner au Stanley Hotel, et en fait il a séjourné dans la fameuse chambre 217, et là il s'est passé plein de choses au cours de son séjour qui lui ont inspiré vraiment Shining. Et alors il faut savoir que le film de Kubrick n'a pas été tourné au Stanley Hotel, étrangement il a été tourné dans un hôtel qui s'appelle Overlook, mais par contre quand on voit vraiment les couloirs, il y a plein de choses qui font penser au Stanley Hotel, vraiment. Il a vraiment essayé de rapporter cette ambiance qui est très atypique du Stanley Hotel, et c'est vraiment très réussi. Quand on est au Stanley Hotel, on a vraiment l'impression d'être dans Shining, clairement. C'est pas la seule personnalité qui est venue au Stanley Hotel, il y a aussi Jim Carrey qui est venu. Alors vous avez certainement vu Dumb et Dumber. Dans une partie du film, ils partent à Aspen. Alors Aspen n'est pas très loin du Stanley Hotel. Et ils séjournent justement au Stanley Hotel, donc il y a 2-3 endroits où on les voit dans l'hôtel et on peut reconnaître vraiment que c'est le Stanley Hotel. Et donc pendant le tournage, Jim Carrey demande à la production s'il est possible de dormir dans l'hôtel. Il a entendu parler de toute cette légende autour de la chambre 217, il a envie d'aller y dormir. Donc il va dormir dans la chambre 217, et ce qui se passe en fait, c'est qu'au cours de la nuit, Jim Carrey se barre en courant, il fuit vraiment. Il n'a jamais voulu raconter ce qui s'était passé dans la chambre, mais pour lui il s'est passé des choses folles. Il a dit qu'il ne reviendrait
jamais. Et voilà, c'est la petite anecdote un petit peu drôle de se dire que voilà, il y a Jim Carrey qui a dormi dans la chambre 217 et qu'il a eu une expérience tellement forte qu'il a flippé, qu'il est parti en courant et vraiment qu'il veut raconter ça à personne. Donc on sait pas ce qui s'est passé et ça a dû être très très impressionnant pour le faire fuir comme ça. Donc moi, comme je vous disais, je suis déjà venue au Stanley Hotel, alors il y a 8 ans, mais je suis revenue aussi il y a environ 2 ans. J'étais invitée sur un événement d'Ami Bruni. Alors le Stanley Hotel, je l'adore, ça a été pendant longtemps mon préféré, ça ne l'est plus pour diverses raisons, mais il est impressionnant pour plusieurs raisons. Déjà son contexte, il est en haut des montagnes d'Estes Park, c'est un environnement absolument magnifique. C'est un hôtel qui est blanc avec le toit rouge, donc vraiment on le voit à des kilomètres, on le voit quand on arrive sur l'autoroute de très loin, on le voit de très très loin, il est très très imposant. À l'intérieur, c'est vraiment un hôtel musée. Par exemple, dans le hall, il y a encore une voiture construite par Oscar Stanley, donc début 20e. Il y a tous les meubles d'époque, le parquet d'origine, quand on marche, on entend craquer. Enfin, tout est d'origine, c'est vraiment magnifique, c'est très très beau. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est une splendeur d'aller passer un petit séjour là-bas. Et aussi pour le fait que Stanley Hotel fait partie de ces endroits aux États-Unis qui sont fiers d'avoir des fantômes dans leur lieu, qui en parlent très librement, qui accueillent des enquêteurs, qui proposent ce qu'on appelle des ghost walks et des ghost hunts. Ils ont leur propre équipe d'enquêteurs. Et puis même des fois quand on se balade dans les couloirs, on va trouver à côté d'une porte une petite pancarte qui dit bah voilà, ici il y a le fantôme de un tel, nanana. Voilà, ça fait partie de ces lieux qui sont très ouverts d'esprit et qui en parlent très très librement. Et voilà, c'est toutes ces choses là vraiment que j'appréciais, sans compter bah voilà, l'histoire avec Stephen King, le fait que ça a inspiré Shining. Enfin moi quand je suis allée au Stanley Hotel, j'étais vraiment mais trop contente et j'ai passé un merveilleux moment. Alors la première fois j'y étais donc pour ce week-end Ghost Hunt où il y avait Zach Bagans, Aaron Goodwin, tout ça. Donc c'était le week-end d'Halloween en plus, donc il y avait une atmosphère incroyable. C'était vraiment vraiment très bien parce que j'ai rencontré beaucoup de monde finalement et que c'était réellement ma première enquête sur le terrain. Et c'était vraiment très intéressant, très impressionnant aussi parce que même sans enquêter, le Stanley a une atmosphère en permanence, donc vraiment il y a des endroits vraiment qui prennent aux tripes quand on traverse tous ces longs couloirs et qu'on est tout seul dans le couloir et qu'on entend juste le bruit de ses pas faire craquer le parquet. Ouais, c'est hyper impressionnant, mais c'est aussi... Enfin, moi j'adore ce genre d'ambiance, donc c'est un kiff total. En termes de phénomènes, j'ai vécu des choses qu'on va appeler communes, alors ça fait un petit peu l'enquêtrice blasée par les phénomènes. Des voix désincarnées, des PVE enregistrés en TCI, des bruits, mais j'ai rien vécu de brutal et de choquant. Mais j'ai malgré tout vécu quelque chose. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais mis ça sur le fait du paranormal, mais malgré tout c'était intéressant dans l'expérience. Quand je suis... Donc la première fois que j'y suis allée il y a 8 ans, j'ai dormi sur place. La deuxième fois, j'ai refusé d'aller y dormir parce que par rapport à ce qui s'est passé donc la première fois que je vais vous expliquer. La chambre était très bien, elle n'était pas forcément effrayante, il y avait pas, je la sentais pas chargée, c'est-à-dire que on y dormait bien, j'y étais avec mon frère. Pour y accéder, il fallait traverser un tout petit couloir dans un des bâtiments. Ça c'était par contre un petit peu glauque, je dois avouer que pour y aller on traversait un petit peu au pas de course, mais dans la chambre franchement aucun souci. Il s'est juste passé deux petites choses assez étranges. Notre première nuit, on s'est endormi assez facilement parce qu'il y avait le décalage horaire, on était arrivé de nuit, on s'est endormi assez facilement, franchement pas de peur, pas de crainte, enfin à l'aise quoi, vraiment la chambre était confortable. Et en fait, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me réveille en sursaut, ça m'arrive très rarement, j'ai un sommeil très très lourd, je me réveille en sursaut, je vois mon frère exactement dans la même position, c'est-à-dire qu'il se réveille en sursaut en même temps que moi, on se regarde, je lui fais mais... t'as fait un cauchemar? Il me fait non. Il me fait toi? Je fais bah non, pas du tout. Et on se dit mais qu'est-ce qui nous a réveillés? Il n'y avait pas forcément eu de bruit, enfin on sait pas trop ce qui nous a réveillés, mais on s'est vraiment redressé dans le lit, genre les yeux grands ouverts, réveillés, et c'était genre une heure improbable, enfin, c'est-à-dire que c'était pas une heure qui signifiait quelque chose pour nous, il était genre, j'en sais rien, je vais donner un exemple, il était genre 3h43 du matin, et voilà, ça signifiait rien pour nous, c'était pas l'heure de notre réveil en France, enfin c'était absolument improbable. Mais
rien, enfin après on est resté un petit peu pour voir s'il se passait des choses dans la chambre, il se passait rien, il y avait absolument rien de paranormal en soi, pas de phénomène, pas d'attaque de fantômes, mais c'était juste un petit peu bizarre de vivre ça tous les deux, cette synchronicité. Et moi, le temps du séjour qu'on est resté, donc on est resté, je crois qu'on a dormi 4 nuits, et quand je me réveillais tous les matins, je me réveillais avec des traces de sang séché qui prouvaient que j'avais saigné du nez dans la nuit. Alors en soi on peut se dire bon bah ça arrive. Oui, sauf que moi j'ai jamais saigné du nez de ma vie, je suis pas sensible à ça, je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça, j'ai jamais saigné du nez de ma vie. Et là en fait, dans cette période de ma vie, ce n'est arrivé que ces 4 nuits au Stanley Hotel, donc je me réveillais vraiment tous les matins avec ces traces de sang séché en bas du nez. Et pas de douleur, rien, enfin j'avais pas l'impression d'avoir passé de mauvaise nuit, mais voilà, c'était juste assez impressionnant. Alors, comme je vous dis, j'ai pas forcément mis ça sur le compte du paranormal, ça peut être plein de choses, je me suis dit pourquoi pas l'altitude, finalement on est haut en altitude quand on va au Stanley Hotel. Je me suis dit, est-ce que la chambre peut être humide ou une odeur spécifique, j'en sais rien, je m'y connais pas du tout. Donc finalement je me suis pas trop attardée sur ça, j'ai juste trouvé ça étrange, et quand on a quitté le Stanley Hotel, on est parti ensuite en Californie, j'ai plus jamais saigné du nez, de ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais malgré tout, quand je suis revenue il y a 2 ans au Stanley Hotel, j'ai refusé de dormir pour cette raison, parce qu'en fait je n'aime pas quand des choses attaquent mon physique. Et une fois de plus, je dis, ce n'est pas paranormal, ça aurait pu être pour une autre raison. À partir du moment où mon physique, mon corps souffre pour une raison que j'ignore et que j'arrive pas à expliquer, que je n'arrive pas à anticiper, je ne vois pas de raison de faire quelque chose en fait, si c'est pour faire souffrir mon corps. Donc là, en l'occurrence, j'ai refusé cette fois-ci de dormir au Stanley Hotel, mais j'ai participé à l'événement. Alors sur l'événement d'Amy Bruni, où elle m'avait invitée, Amy Bruni, si vous la connaissez peut-être de nom, elle a fait partie donc de Ghost Hunters, et elle organise maintenant des événements donc type Ghost Hunt, donc des week-end Ghost Hunt, où elle invite un panel à chaque fois incroyable, et pendant le temps d'un week-end on assiste à des conférences, on rencontre plein de personnes du paranormal, on enquête, et voilà, c'est absolument génial. Et elle a mis une petite valeur haut de gamme dans ces événements, donc c'est un peu cher, je crois que c'est 300 € le week-end, mais honnêtement ça vaut le coup, il y a vraiment une valeur ajoutée dans ce qu'elle fait. Et donc il y a 2 ans, il y avait Grant Wilson, il y avait donc Amy Bruni, Cheap Coffee, je me souviens plus, bref, il y avait beaucoup de monde autour de Ghost Hunters. C'était absolument génial, et puis voilà, j'ai retrouvé mon ami Grant, donc c'était vraiment génial. Mais, et c'est la raison pour laquelle j'aime un petit peu moins le Stanley Hotel maintenant, ce qui s'est passé quand j'y suis allée il y a 2 ans, c'est que l'hôtel venait de décider, il avait annoncé genre quelques jours auparavant, qu'il n'y aurait plus jamais de Ghost Hunt, de Ghost Walk, d'enquêteurs en paranormal qui seraient acceptés au Stanley Hotel. Il n'y a jamais eu d'explication précise, si ce n'est qu'ils voulaient se concentrer sur le point historique du Stanley et plus du tout accueillir ces phénomènes paranormaux et les mettre en avant. Et ça a provoqué un énorme scandale à l'époque, donc tous les enquêteurs, quand ils ont vu ça, je crois même qu'il y a une pétition qu'ils ont tenté de faire signer, parce que tout le monde était révolté en fait, parce que jusque maintenant ça faisait partie d'un des premiers lieux qui avait accueilli les enquêteurs, qui parlait ouvertement de paranormal, et c'est bien, on a besoin de choses comme ça. Et du coup que du jour au lendemain ce lieu qui se vantait d'avoir des fantômes décide de renier ces fantômes, voilà, ça a provoqué un scandale. Et je dois avouer que pour moi, moi j'étais la première très fâchée, parce que ça m'énerve les gens en fait qui font une différence entre histoire et fantôme. En fait, les fantômes font partie de l'histoire, les fantômes sont là pour raconter l'histoire. Comme je le disais dans une autre vidéo, les fantômes, ce sont les mémoires du passé qui se répètent en écho et qui vont raconter comme ça des bouts d'histoire. C'est pour ça que j'aime bien tous ces lieux qui sont très vieux, qui ont plein de choses à raconter. Et là, le Stanley Hotel n'est pas très vieux, mais il avait des choses à raconter, et les fantômes étaient présents pour ça. Ils sont là, ils font partie de l'histoire, ils font partie des murs, et ils sont là pour raconter des choses. Et je trouve ça bien
Quand je vois par exemple des châtelains en France qui disent oui j'ai des fantômes chez moi et je vis très bien avec eux, je trouve ça exceptionnel, c'est très très bien de penser comme ça, puisqu'en effet c'est ce qu'il faut se dire, voilà, ces fantômes font partie du lieu, il faut les accepter, et à partir du moment où on les accepte, de toute façon il se passe rien de grave après. Et là, voilà, alors en effet peut-être qu'il y a eu beaucoup d'enquêteurs qui sont venus au Stanley, peut-être qu'il y a eu beaucoup trop de tumulte autour de ça, ça les a peut-être embêtés, mais je veux dire ils avaient quand même ouvert la porte à ça, donc après s'en plaindre c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu abusé. Bref, voilà, je suis toujours fâchée, je pense, contre le Stanley par rapport à cette décision. Et ils ont viré leur équipe d'enquêteurs qui était absolument géniale. Ils ont tout viré, les Ghost Walk, les Ghost Hunt, il n'y a plus rien, c'est plus possible. Donc quand vous y allez, vous aurez les visites historiques qui sont absolument géniales, mais voilà, clairement, les fantômes sont reniés du Stanley Hotel. Donc voilà, malgré tout, si vous êtes un jour dans le Colorado, allez déjà à Estes Park parce que c'est magnifique, il faut voir le Stanley, c'est très très beau, ne serait-ce que pour l'ambiance Shining et tout ça, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, on est parti pour le deuxième lieu. Et oui, le Queen Mary, donc en Californie à Long Beach, pas loin de Los Angeles, un lieu exceptionnel, mon Dieu. J'ai tellement de choses à dire sur ce lieu. Il y a une vidéo, de toute façon je vous mets tous les liens vidéo, mais c'est l'un des lieux les plus incroyables que j'ai visité. Je me souviens encore quand j'y suis allée, donc là par contre j'y suis allée seule, il n'y avait pas d'événement particulier, j'ai décidé au cours d'un road trip de faire une halte là parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur le Queen Mary. Et donc je me souviens encore quand le taxi m'a déposée au pied du bateau. Clairement, si vous avez vu Titanic, l'une des premières scènes quand Rose descend de la voiture et qu'elle lève sa tête pour voir le Titanic et voir toute sa grandeur comme ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je me suis retrouvée au pied du Queen Mary, j'ai levé la tête, il était juste immense et j'étais là, waouh! Et il faut savoir que j'aime pas trop les bateaux, j'étais d'ailleurs un peu anxieuse à l'idée de venir séjourner quelques jours. Mais bon, comme c'était pas une croisière et qu'il allait pas véritablement en mer, je me suis dit ça va. Et à partir du moment où je suis entrée dans le Queen Mary, j'ai été happée par cette atmosphère absolument incroyable. Alors, pour la petite histoire, on va commencer par la petite histoire. Il faut savoir qu'il y a une histoire assez récente autour du Queen Mary, puisque finalement, il a été mis à flot en 1936. Alors, il faut savoir qu'il a accueilli vraiment tout le Gotha, hein, les personnes très très riches, mais il n'a pas navigué longtemps. À l'époque, il naviguait vraiment du côté atlantique. Et il a navigué seulement 3 ans, en tout cas en termes de croisière de luxe, puisqu'après il a été réquisitionné par l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939, pour vraiment faire du transport, alors surtout du transport de personnes, comme il était très très grand, voilà, on avait vraiment besoin de ce genre de bateau, et à l'époque il a été surnommé le Grey Ghost. Une fois que la guerre était terminée, il est donc revenu à ses fonctions de croisière, mais là il s'est ouvert, on va dire, plus à d'autres gens que des gens très très riches. Donc il y a des secondes classes qui ont pu venir, mais voilà, il a continué à faire ses croisières. Et ça pendant environ 20 ans. Et dans les années 60-70, on a estimé que le bateau était peut-être un peu trop vieux. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu fou de se dire, parce que finalement il n'a pas tant vogué que ça, donc on l'a mis à la retraite finalement dans les années 70. Peut-être qu'il y avait des pièces qu'on pouvait plus changer, qui n'existaient plus, je n'en sais rien. Mais voilà, on a décidé qu'il ne voguerait plus. Et c'est donc la ville de Long Beach qui l'a racheté, donc Long Beach complètement de l'autre côté, côté Pacifique. Et donc voilà, il a été mis à quai à partir de là. C'est devenu un hôtel, donc on peut venir encore à ce jour, on peut aller y dormir. On peut aussi aller le visiter puisque c'est un très 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 beau bateau, j'insiste sur le très très beau, qui a gardé toute son atmosphère art déco de l'époque, tout est d'origine. Alors il y a des choses qui ont été modernisées bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses d'origine, c'est magnifique et il y a une grande histoire malgré tout, donc il y a des visites historiques toute la journée avec des guides, on voit des écoles qui viennent, enfin il y a beaucoup de monde de passage sur le bateau, il y a aussi beaucoup de monde qui peut dormir, il y a des soirées incroyables, il y a des mariages, enfin il y a vraiment plein de choses qui se passent finalement sur le Queen Mary. Et le Queen Mary fait aussi partie de ces lieux qui se vante d'être hanté, qui est fier de ses fantômes. Il y a plein de livres qui sont sortis. Et aussi, quand on se balade dans les couloirs du Queen Mary, eh bien, on peut voir de temps en temps, en effet, des petits panneaux qui disent « Bon, bah là, il s'est passé ça, on a vu une apparition, nanana, nanana. » Donc je trouve ça absolument, absolument génial, en fait, de faire ce genre de choses, tout en gardant un côté sérieux, luxueux, historique. Donc c'est vraiment très bien foutu.
Et donc voilà, il y a aussi possibilité de faire des ghost hunts avec un enquêteur qui nous emmène donc pendant 8 heures, c'est vraiment presque toute la nuit, dans des pièces qui ne sont pas ouvertes et il nous fait, voilà, il nous présente les phénomènes paranormaux qui se passent ici, on enquête tous ensemble et c'est absolument génial. En effet, comme je disais, j'ai été assez bouleversée le temps de mon séjour, donc je suis restée environ 4-5 jours sur le Queen Mary, j'avais une cabine absolument magnifique. Et à partir du moment où j'ai vraiment franchi la porte du Queen Mary, ça m'a pris, ça a été absolument... ça a été presque violent et ça ne m'a pas lâché. En fait déjà, c'est l'immersion parfaite en fait. Quand on quitte le monde extérieur pour entrer sur le bateau, clairement on fait un bond dans le temps. Il y a déjà toute cette atmosphère art déco, toute cette décoration art déco qui a été conservée. Il y a une politesse, un sens du service du personnel qui est presque d'antan. Je ne sais pas comment expliquer parce que je sais que de nos jours le sens du service est aussi très bien. Mais il y a un truc assez étonnant auprès du personnel en fait, dans leur manière de servir. Et puis il y a la musique. Donc la musique d'époque qui passe en permanence. Et ça, tout ça... permet déjà une parfaite immersion. Mais donc ça du coup c'est H24 sur le bateau, donc quand on y est tout le temps en fait on a tout le temps l'impression d'être dans les années 30. Et puis ça par contre je l'explique pas, j'ai été prise d'une profonde mélancolie toute la durée de mon séjour, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais sur le bateau j'avais une profonde mélancolie que je n'expliquais pas, je suis pas quelqu'un de mélancolique. J'ai beaucoup pleuré pour des raisons que j'ignore. Alors j'ai souvent pensé, enfin je me suis souvent dit mais c'est pas toi qui pleures là parce que de toute façon tu n'es pas triste, t'es même très heureuse d'être là. Mais j'ai jamais su pourquoi je pleurais, donc je pleurais très souvent sur le bateau en me baladant. Enfin c'est limite un peu ridicule de toute façon. Et voilà, ça c'était intéressant en termes de ressenti parce que c'était tellement fort que mon corps a réagi et il m'a même provoqué une mélancolie qui ne m'appartient pas, comme si j'étais mélancolique ou nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu, ce qui est assez étrange quand même. Et donc je pense que j'ai réussi à ressentir un petit peu l'atmosphère, l'osmose qu'il y avait à l'époque sur le bateau. Ça m'a vraiment imprégné et ça ne m'a pas lâché. Et il fallait vraiment que je sorte de temps en temps du bateau et que j'aille me balader à l'extérieur pour vraiment que ça me quitte, parce que sinon le temps que j'étais sur le bateau c'était tout le temps sur moi quoi. Donc c'était un peu désagréable, mais à la fois je pense que ça a fait le charme de mon séjour auprès du Queen Mary. Et donc sur le Queen Mary j'ai fait un ghost hunt. Alors j'en ai parlé dans les top 5 des phénomènes paranormaux, puisque c'est là que j'ai vécu l'un des phénomènes assez incroyables, la petite voix de Jackie. Alors c'était absolument génial et effrayant de faire ce ghost hunt. Alors il y avait beaucoup de monde. Les ghost hunts publics comme ça attirent souvent des gens curieux qui sont pas forcément intéressés. Donc au début il y avait des gens pas très intéressés qui ont d'ailleurs fini par partir, parce que 8 heures il faut vraiment être passionné pour rester 8 heures à enquêter toute une nuit comme ça. Et heureusement qu'ils sont partis parce qu'ils faisaient pas mal de bruit. Et vraiment on a visité des endroits absolument fascinants. Donc on a fait la cale du bateau, on a fait aussi l'ancienne machinerie, on a fait donc la fameuse piscine où la petite Jackie s'est noyée. Donc voilà, il y a eu beaucoup de voix désincarnées, des bruits, des PVE, et puis donc cette fameuse voix de petite Jackie qui m'a complètement traumatisée. Et je sais que moi je suis ressortie de ce ghost hunt dans un état pitoyable, mais c'est surtout parce qu'on a terminé avec la piscine, avec Jackie. Et vraiment ça m'a vraiment bouleversée ce ghost hunt. J'étais pas bien pendant un petit moment. Et ça m'était jamais arrivé parce que j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup des ghost hunts et j'en ai même moi-même organisé, mais voilà, à ce point-là ça m'était jamais arrivé. Donc en bref, Queen Mary, expérience incroyable en termes de vécu au quotidien, mais aussi en termes de ghost hunt. Lieu historique, donc vraiment si vous allez en Californie, si vous allez à Los Angeles, je vous conseille vivement d'y aller. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller dormir parce que c'est pas forcément donné, mais vous pouvez quand même aller manger au restaurant, vous pouvez aller le visiter ou faire simplement la visite historique, mais vraiment c'est un truc à voir absolument, il faut aller voir le Queen Mary. Troisième lieu, Penhurst. Quel endroit, mon dieu. Alors Penhurst, c'est l'endroit où je suis allée le plus, et c'est pour ça que je dis quel endroit, parce que c'est... Waouh. J'y suis allée 3 fois.
J'y ai donc enquêté 3 fois. Penhurst, pour la petite histoire, c'est donc un asile qui a ouvert au début du XXe siècle. Donc l'idée à l'époque, c'était pas de créer vraiment un asile, c'était plutôt de créer une sorte de ville, une sorte d'endroit où on enfermerait les personnes que l'on considérait gênantes à l'époque pour la société, donc les alcooliques, les drogués, les SDF, les attardés mentaux, les personnes physiquement handicapées, voilà, toutes ces personnes qu'on voulait pas dans la société, puisque ils étaient plutôt rejetés, voilà, on avait décidé de les mettre dans un endroit. Donc on a construit cette ville en Pennsylvanie, complètement isolée, et vraiment on en a fait une ville, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des pompiers, il y avait une gare pour que le train puisse venir déposer les gens, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que personne ne sorte d'ici, et là j'entends vraiment le personnel, puisque de toute façon, une fois que les gens étaient enfermés à Penhurst, ils ressortaient pas, de toute façon. Si des parents venaient déposer un enfant parce qu'il était handicapé, ils ne le revoyaient jamais. Voilà, clairement, c'était, il n'y avait pas de visite, il n'y avait rien, on déposait la personne, et puis c'était fini, on lui disait au revoir. Donc dans un premier temps, le but de Penhurst, voilà, ça a été vraiment de faire des bâtiments par pathologie, on va dire, et d'y mettre les gens sans forcément vouloir les guérir, mais juste les garder ici. Au fur et à mesure des années, la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie se sont mis en place, donc on a commencé à prodiguer des soins. Fut un temps où Penhurst a été assez réputé comme l'un des meilleurs centres de soins, vraiment c'était une belle réussite. Et puis malheureusement ça s'est un petit peu dégradé au fil des années. Il y a commencé à avoir des abus, surtout du personnel, surtout sur les handicapés, donc on a parlé de viol, de maltraitance, vraiment de ne pas s'occuper d'eux, de ne pas les nourrir, de ne pas les laver. Et puis il y a aussi eu des rumeurs sur des expériences médicales et voire des patients qu'on ne voyait pas revenir. Alors il y a toute une histoire sur un tunnel, il y a un tunnel à Penhurst qu'on ne peut plus pratiquer maintenant, mais qui allait d'un bâtiment à un autre, et en fait on dit que ce tunnel amenait à une sorte d'endroit secret où on faisait des expériences. Et à l'époque, ce qui se disait, c'est quand une personne empruntait ce tunnel, souvent elle ne revenait pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous êtes fan d'American Horror Story, vous avez peut-être vu la saison 2 Asylum. Il vous faut savoir que cette saison 2, elle est inspirée de l'histoire de Penhurst. Donc voilà, tous ces petits trucs. Alors, on retire le côté UFO, on retire les monstres à l'extérieur, mais en gros, voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Ils se sont vraiment inspirés de ce qui s'est passé à Penhurst. Dans les années 60-70, donc par rapport à tout ça, toutes ces histoires ont commencé à sortir de Penhurst, ça a commencé à faire du bruit, et puis il y a un journaliste qui a voulu venir, et qui est venu, et qui a filmé les conditions absolument pitoyables, vraiment des handicapés sur le sol en train de se balancer, des salles nues, enfin des trucs, mais vraiment comme dans American Horror Story. De toute façon, quand la journaliste vient filmer, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce reportage, vous pouvez le trouver sur YouTube si vous cherchez un petit peu. C'est juste... c'est horrible, quoi. C'est horrible à voir, c'est en noir et blanc, enfin c'est horrible à voir. Et donc, voilà. À partir de là, comme Penhurst avait fait en sorte de bien s'isoler du monde, pour qu'on ne sache pas ce qui se passe, à partir du moment où ce journaliste est venu, tout s'est su, et ça a été juste... Enfin, les gros titres dans les journaux, c'était la honte de la mairie, quoi. C'était vraiment la honte. Mais malgré tout, ce qui est complètement dingue, c'est que Penhurst n'a pas fermé. C'est-à-dire qu'on a laissé Penhurst ouvert encore une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'une mère qui avait laissé sa fille parce qu'elle était handicapée fasse vraiment un procès complètement monstre et finisse par gagner, et puis finalement Penhurst a fini par fermer. Alors finalement la fermeture de Penhurst elle est assez tardive puisque c'était en 1987, donc vous voyez c'était il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, ça a été complètement à l'abandon, mais quand je dis à l'abandon, c'est-à-dire que c'est plus qu'à l'abandon, c'est outre abandonner les lieux, on s'est débarrassé des archives, on a vraiment voulu que le lieu soit oublié, et comme il était déjà isolé, la nature reprenait finalement déjà un petit peu ses droits sur le lieu. Ce qui est complètement
fou, c'est le rachat de ce lieu. Donc en 2010, il y a une personne qui trouve une annonce pour un terrain absolument immense, mais un terrain vide, hein. C'est ça que je précise, c'est ça complètement dingue, pour une poignée de pain. Alors je vous donne un prix comme ça parce que je me souviens plus vraiment ce que m'avait dit Nick, mais je crois que c'était genre 1000 $, mais un truc ridicule, mais un terrain immense. Et le mec se dit mais c'est pas possible, mais bien sûr je vais l'acheter, mais avant je vais aller le visiter bien évidemment. Puis finalement quand tu le visites, il y a juste un asile sur le terrain quoi. Donc tout Penhurst avec tous ces bâtiments absolument immenses. Et évidemment il l'a acheté, donc c'était en 2010. Il a surfé un petit peu sur la vague du paranormal, il s'est rendu compte aussi bien évidemment en visitant les bâtiments qu'il se passait des choses, mais voilà, il savait aussi qu'il y avait un potentiel par rapport à l'histoire de ce lieu, donc il l'a pas du tout rénové, à part le bâtiment principal qu'il a, on va dire, maintenu, mais sinon en fait il a tout laissé en état. Il a donc accueilli des enquêteurs, des médiums, tous ces shows télé d'enquêteurs paranormaux, des ghost hunts, il fait des events spéciaux Halloween, enfin vraiment, il s'est vraiment consacré à ça, 100% paranormal, il l'a ouvert qu'au paranormal, et c'est toujours à ce lieu, par contre c'est pas ouvert publiquement, il faut le privatiser, il faut payer pour ça. Mais voilà, il a vraiment surfé sur la vague et ça fonctionne plutôt bien puisque les Américains sont friands de ça et qu'ils sont plutôt assez ouverts d'esprit. Donc moi j'y suis allée 3 fois en effet, donc ces dernières années, il y a 2-3 ans. Je crois que la première fois c'était il y a 3 ans et les 2 autres fois il y a 2 ans. Donc 2 fois ça a été sur des événements de Nick Groff, donc qui faisait partie de Ghost Adventures, ce qui ne fait plus partie de Ghost Adventures maintenant parce qu'il a ses propres shows, il en a plusieurs. Et il rencontre donc ces femmes, on va dire, ou en tout cas les enquêteurs, il organise des ghost hunts, enfin c'est pas lui qui les organise, lui il est juste prestataire. Mais moi justement je suis amie avec les personnes qui organisent ces événements. Et donc voilà, donc je l'ai rencontré, je suis allée à 2 de ces événements sur 2 années consécutives. Donc Nick Groff qui est juste une perle, c'est un mec absolument fabuleux en termes de partage déjà sur ses connaissances dans le paranormal, sur les phénomènes, comment les appréhender, comment enquêter, vraiment, les différentes méthodologies, vraiment c'est génial, il est dans le partage à fond, il est vraiment présent quoi. Et surtout il est d'une gentillesse, mais vraiment c'est une perle. Et j'ai donc fait la 3e fois, j'ai fini par le privatiser et j'ai emmené une petite bande de 20 fous que j'adore, des Français, on est parti là-bas, on est parti enquêter et c'était juste complètement dingue. On avait un accompagnateur, Nick, si tu nous regardes je t'embrasse très fort, tu es le mec le plus génial du monde, tous les Nicks sont géniaux de toute façon. Qui a commencé par nous faire une visite du lieu, alors moi je le connaissais déjà mais eux non, et du coup il nous a vraiment emmenés partout, il nous racontait vraiment les phénomènes qui s'étaient produits. Alors ce Nick déjà était vraiment impressionnant parce que c'était un grand gaillard très très costaud, très impressionnant. Et puis ce qu'il nous racontait, en fait les Américains croient beaucoup aux démons, au diable, aux entités démoniaques, et lui clairement fait partie de ces gens-là, et il nous racontait plein d'histoires autour de ça, de phénomènes qui s'étaient passés, et donc même si t'y crois pas, quand t'es au milieu de Penhurst et que tu vis ça, t'es un petit peu ok. Donc en fait la visite avec lui, qui est donc l'une des personnes les plus importantes à Penhurst, Nick, vraiment il s'occupe, il est dans la gérance de tout ce qui se passe ici, donc vraiment il connaît très très bien le lieu. Et puis après il nous a laissé enquêter. Et c'était juste incroyable. Alors il s'est passé des petites choses, hein. Faut que j'arrête de faire l'enquêtrice blasée, mais il s'est passé par exemple, je me rappelle à des moments, on faisait une séance de TCI, donc on posait des questions à voix haute pour essayer d'enregistrer des PVE. Et puis là, dans une pièce plus loin, on a entendu des sifflements, comme si quelqu'un nous sifflait, ça tapait, je sais que comme on s'était séparés une fois de plus, hein, parce que enquêter à 20 c'est pas possible, il faut toujours faire des groupes. Je sais qu'un des groupes a vécu un truc absolument fou dans un des couloirs où ça s'est mis à taper partout, mais très très fort, genre très agressif. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et surtout, moi je me rappelle de ma première fois quand je suis venue à Penhurst.
J'étais donc sur un Grove Tour, on était dans un atelier, on était dans une des caves, enfin dans un des sous-sols, c'est pas du tout des caves, c'était un sous-sol, oui, où, alors attendez, c'était l'atelier de qui? Je crois que c'était l'atelier de Nick en plus. Et Nick commençait à raconter que voilà, dans ce sous-sol, il s'était passé vraiment des choses pas cool, qu'il y avait un médecin qui était un peu pédophile et qui avait profité des gamins, qui avait vraiment fait des choses vraiment sales, quoi. Et puis on arrive dans cet endroit, et jusque-là, tous les ateliers que j'avais fait, enfin, tout s'était très bien passé, je me sentais bien. Puis j'arrive dans cet endroit, je commence à sentir, vous savez, ces symptômes de malaise qui arrivent très très vite. Alors ça commence par les oreilles qui se bouchent un peu, qui bourdonnent, les sueurs froides, vraiment on se sent pas bien, on a envie de vomir. Mais c'est venu très très vite en fait. Et là, bien évidemment, on était dans le noir, on enquêtait dans le noir. Je sais pas, je me sentais pas d'appeler quelqu'un pour dire que je me sentais mal, j'avais pas envie de couper l'atelier, donc je me suis juste dit, va t'asseoir dans un coin, ça va passer. Donc je m'assois en effet dans un coin, je mets la tête un petit peu entre les jambes. Et là en fait, pour moi, je pense que je m'endors ou je sais pas ce qui se passe, mais c'est un blackout en fait. À partir de là, vraiment, je me sentais tellement mal, blackout. Et en fait, quand je me réveille, et c'est là que c'est trop bizarre, je me réveille, on est en train de marcher dans le couloir, on est en train de repartir, c'est-à-dire que j'ai pas de notion de temps. Déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé, combien de temps. Et ce moment où j'ai dû me réveiller, suivre le mouvement et partir avec tout le monde finalement très normalement, je m'en souviens absolument pas. Donc ça c'est assez étrange pour moi, j'ai aucun souvenir de tout ça, je sais juste que j'ai été d'un coup très très malade. Et après voilà, ce blackout, et puis je suis sortie. Donc je suis allée prendre l'air ensuite, c'est vraiment ça avait du mal à passer, j'étais vraiment pas bien. Et une fois de plus, un petit peu comme ce que je racontais pour le Stanley Hotel, vu que là ça commençait à attaquer mon corps et que j'aime pas du tout ça, mon corps était en train de me dire, il était en train de me dire merde, hein, clairement, il était en train de me dire stop. J'ai pas continué le Ghosten, donc c'est pour ça que j'y suis retournée l'année d'après, parce que finalement il y avait une sensation de pas avoir fini quelque chose et de pas être allé au bout. Donc voilà, l'année d'après ça s'est très bien passé par contre. Mais voilà, en effet, des phénomènes très très forts. Alors, Penhurst est très puissant parce qu'en effet, on sait qu'on est dans un endroit qui a une histoire incroyable. Il se passe des choses assez fortes. Voilà, il y a tout un truc autour de Penhurst qui en font un lieu de toute façon absolument dingue. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, ça fait partie des choses un petit peu mystérieuses autour du lieu. Quand on va à la Penhurst, on se perd tout le temps parce qu'aucun GPS ne trouve Penhurst. Il est introuvable. Donc le GPS va indiquer une direction, puis en fait quand vous arrivez au point, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc en fait, tous les gens qui viennent à Penhurst la première fois se perdent tous, c'est juste impossible à trouver. Et ça fait partie d'un petit truc qui met vraiment dans l'ambiance quand on va à Penhurst, c'est qu'on se perd la première fois dans la forêt évidemment, puisque c'est entouré de forêt. Et qu'après, voilà, après tout ce qui se passe. Et puis il y a un autre truc aussi que moi qui m'a absolument fascinée, je vais dire fascinée parce que c'était beau sur l'instant, c'est qu'en fait à Penhurst, donc c'est plein de bâtiments partout, reliés par des passerelles surélevées. Donc il y a un petit côté urbex, hein, si vous aimez l'urbex, c'est absolument magnifique là-bas, comme ça a été abandonné pendant très longtemps. Il y a ce côté-là un petit peu abandonné, glauque, mais à la fois beau, avec la nature qui a repris ses droits. Et à la nuit tombée, en fait, il y a des lucioles absolument partout. Alors moi, avant Penhurst, j'avais jamais vu de lucioles de ma vie. Et là, en fait, à la nuit tombée, c'était juste des milliers absolument partout. Avec le coucher de soleil et ce côté un peu urbex, moi j'étais comme une dingue. Enfin, je suis restée de longues minutes à admirer la scène, en fait. Et finalement, en fait, dans ma vie, j'ai vu que des lucioles qu'à Penhurst. Donc à chaque fois que je vais à Penhurst, il y a des lucioles. Et ça me met juste dans une... Ça le rend particulier, du coup. Et voilà, ça fait partie des petites choses qui font que quand tu fais le listing de pourquoi Penhurst est bien, voilà, il y a tout ça. Donc en effet, si je peux vous le conseiller, donc il faut aller en Pennsylvanie, c'est pas loin de Philadelphie, c'est à 2 heures. Par contre, c'est pas ouvert au public, donc il faut soit profiter d'aller sur un événement, soit le privatiser vous-même, bon ça coûte un peu cher quand même, ou alors y aller pendant Halloween, puisqu'il y a tout un événement d'Halloween, ils font une horror house directement sur place, hein, comme si c'était pas déjà assez flippant, ils font une maison de l'horreur. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas, c'est un lieu, je pense, à voir absolument. Par contre, si vous n'allez pas sur un événement,
n'y allez vraiment pas, n'allez pas sur le terrain, c'est interdit, il y a des gardes et tout, donc vraiment ne faites pas ça, hein, parce que j'ai pas envie de vous encourager à faire des choses, mais si vous avez l'opportunité un jour d'y aller, c'est un lieu merveilleux. Allez, 4e lieu. Donc la prison d'Eastern State qui se trouve en plein cœur de Philadelphie, vraiment c'est au cœur de la ville, donc c'est assez impressionnant de voir ce quartier assez moderne et d'un coup un fort ancien avec à l'intérieur une prison d'état, enfin c'est juste très très impressionnant. Donc pour la petite histoire, en fait c'est une prison qui a été construite début 19e, alors prison absolument expérimentale, le gouverneur voulait vraiment tester un autre type de prison. Il faut savoir qu'à l'époque les prisons étaient plutôt des ghettos, c'est-à-dire que c'était pas des cellules vraiment, on mettait dans une pièce plein de monde et puis finalement ça n'arrangeait rien, donc il y a un gouverneur qui a décidé de tenter quelque chose. Le gouverneur décide vraiment de jouer sur ce côté confinement, enfermer vraiment des prisonniers seuls dans leurs cellules, à savoir que les cellules c'était pas des portes en barreaux, c'était vraiment des grosses lourdes portes en bois qui ne laissaient rien entendre de l'extérieur. Aucune interaction, la seule interaction c'était vraiment avec le garde, mais juste au moment de donner la nourriture. Et voilà, vraiment c'était le but, c'était que le prisonnier n'est finalement que pour seul objectif lors de son emprisonnement penser à ce qu'il avait fait et peut-être évoluer et s'assagir. Mais voilà, c'était vraiment, on va dire, assez brutal, mais pour le bien. C'est-à-dire que le gouverneur pensait vraiment à l'époque qu'il pouvait réhabiliter les prisonniers et que ça allait vraiment fonctionner. Le souci, c'est qu'au fur et à mesure des années, les gardes en ont un petit peu profité. Il y a eu pas mal de tortures, il y a des choses vraiment pas cool qui se sont passées. Et pour la petite histoire, en fait, c'est une prison qui accueillait en majorité des hommes, mais il y avait aussi des femmes, hein, c'est une des rares prisons mixtes. Mais le plus fou, c'est qu'il y a eu en tant que prisonnier un chien. Oui, un chien qui s'appelait Peps. Alors c'est le chien du gouverneur en fait, et il y a vraiment le document officiel qui est fait hein, au moment de l'emprisonnement pour tout prisonnier. Là pour le chien, en disant en tant que motif pourquoi est-ce qu'il est prisonnier, eh bien parce qu'il a tué le chat de ma femme. Ça paraît complètement dingue, mais comme c'était le gouverneur, je pense qu'il se permettait un petit peu tout ce qu'il voulait à l'époque. Donc il a fait enfermer son chien en prison, et ça jusqu'à temps qu'il meure. Donc le chien est resté des années dans la prison de Eastern. Et finalement, ce gouverneur qui essayait de jouer un petit peu les durs, il y a derrière une histoire plutôt mignonne qui dit que même s'il voulait la jouer dure avec les prisonniers en les mettant un petit peu dans ce confinement brutal, il avait quand même un peu de peine pour eux et il avait voulu donner son chien finalement pour leur apporter un petit peu de gaieté pour qu'ils puissent interagir de temps en temps avec un animal. La prison a ensuite fermé dans les années 1970, alors pour faute de moyens, donc les prisonniers qui restaient ont été transférés dans d'autres prisons et le lieu a ensuite été laissé à l'abandon pendant un bon moment, pendant 15-20 ans. Mais vraiment abandonné, personne ne s'en occupait, donc vraiment il y a des bâtiments qui se sont écroulés, la nature a repris ses droits. Enfin, quand la municipalité a finalement fini par récupérer le lieu, le racheter, il était dans un état vraiment pitoyable. Alors ils ont réussi à sauver quelques allées, en fait Eastern est vraiment fait en étoile. Donc il y a plusieurs allées, il y a une dizaine d'allées comme ça, c'est très grand. Hein. Ils ont réussi à sauver la majorité des allées, mais il y a encore 2-3 allées qui sont complètement condamnées parce qu'elles sont... Tout s'est complètement effondré, on voit qu'il y a des arbres qui passent, enfin, quand on visite vraiment c'est impressionnant. Et ils ont essayé de... Même s'ils ont beaucoup aménagé, hein, c'est un très beau lieu à visiter, Eastern State, vraiment je vous le conseille, hein, si vous êtes à Philadelphie, il faut absolument y aller. Ils ont réussi à conserver quand même ce côté un petit peu amoché, on va dire. On sent qu'il y a eu beaucoup de vécu, il y a beaucoup de choses qui sont passées, ces vieilles portes en bois, le mur complètement décrépit, enfin c'est joli, moi je trouve ça vraiment beau, il y a la lumière qui passe par des verrières en haut, c'est absolument splendide, c'est le lieu parfait pour tout photographe d'urbex. Et voilà, désormais c'est donc un monument, un musée qu'on peut visiter. Il y a des visites historiques bien évidemment, on peut faire une entrée absolument libre et prendre un audioguide et se balader comme on veut. Mais voilà, ça fait aussi partie de ces lieux qui accueillent des enquêteurs. Alors,
eux, ils mettent pas forcément en avant des phénomènes qui ont été vécus. Ils jouent pas là-dessus. Par contre, ils ouvrent les portes aux enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, qu'il y a eu des retours comme quoi il y avait des phénomènes paranormaux, qui sont absolument pour qu'il y ait des gens qui viennent enquêter. Donc ils permettent la privatisation et on peut privatiser pendant 4-5 heures le lieu rien que pour soi à la nuit tombée, enfin c'est complètement dingue, et venir enquêter et voir ce qui se passe. Alors moi je suis venue 2 fois à Penhurst, alors j'ai visité 2 fois, j'ai enquêté 1 fois, donc je l'ai privatisé, j'en ai parlé aussi dans la vidéo des 5 phénomènes paranormaux. On est venu donc avec ces 20 fous français, et on est venu enquêter, c'était absolument dingue. En fait, ce lieu transpire d'histoire, clairement. Il y a presque eu 200 ans d'histoire, on va dire 150 ans. On sent que ça a vraiment vécu, les murs ont envie de parler, il y a une atmosphère qui est malgré tout assez paisible. C'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment effrayé, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui perdure. Et bah voilà, nous quand on a enquêté, en effet, il y a eu ces fameux bruits de pas qui courent, il y avait beaucoup de bruit, des bruits de loquets. Moi, un moment derrière moi, alors j'hurle sur la vidéo d'enquête si vous avez vu l'enquête qu'on a fait. J'hurle parce qu'on sait à un moment, il y a une des personnes qui est avec moi qui dit allez c'est bon maintenant vous êtes libre, vous pouvez sortir de votre cellule. Et moi je faisais dos pour filmer les gens à une cellule, et en fait de cette cellule c'est comme si quelqu'un était alors je le décris comme ça parce qu'en fait c'est le bruit était très étonnant, comme si quelqu'un était sorti de la cellule mais tout de suite en frôlant le mur, et du coup que ses vêtements on fait un bruit de frottement très très fort sur le mur. Nous évidemment on a entendu que ce bruit là, mais ça fait un bruit incroyable qui m'a fait hurler parce que c'était vraiment genre à 1 mètre de moi dans mon dos, enfin j'ai eu très très peur. Et voilà, il se passait plein de petites choses comme ça qui étaient assez palpables, très intéressantes, pas du tout violentes mais très très intéressantes. Un petit fait assez drôle je trouve, quand on a fait notre visite guidée avec Joella, qui est absolument géniale. Si vous voulez faire une visite guidée à Eastern, il y a une guide qui parle français qui s'appelle Joella, qui est géniale. Et en fait elle nous racontait que tous les ans, il y avait une réunion annuelle à Eastern où les prisonniers, les anciens prisonniers donc, et les anciens gardiens se retrouvaient pour se remémorer un peu le bon vieux temps. Et moi je pense que quand elle m'a dit ça, je la regardais avec des grands yeux parce que j'ai du mal à imaginer ça en France en fait. Et j'ai trouvé ça juste absolument génial. Alors même si vous voyez le principe expérimental premier de la prison paraît un peu violent comme ça, je dis après tout pourquoi pas, ça laisse à réfléchir. Mais voilà, au final on se rend compte que s'ils se permettent de faire ça, c'est que peut-être ça a finalement fonctionné un petit peu. Ces prisonniers sont sortis de prison et ils n'ont aucun mal à revenir dans la prison pour revenir voir les anciens gardiens, pour revenir voir le lieu. Et je trouve ça complètement dingue. Enfin bref, si vous êtes du côté de Philadelphie, je sais qu'il y a plein de choses à faire à Philadelphie, c'est une ville absolument géniale, mais n'hésitez pas à aller faire cette visite, ça peut être fait en 2-3 heures, ne serait-ce que la visite, c'est un lieu qui vaut vraiment le coup, c'est très très beau, et si vous êtes fan d'Urbex, c'est le lieu à aller voir. Allez, 5e lieu. Alors Body Ghost Town, je l'ai visité, je ne l'ai pas enquêté, mais contre toute attente, il s'est passé quelque chose de paranormal, donc je me permets de vous en parler. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que l'histoire de Body, c'est un petit peu à la base une success story, puisque ça part de l'histoire d'un mec qui découvre une mine d'or, qui décide donc de développer cette mine d'or, donc de construire tout d'abord une petite ville, ville qui finit par s'agrandir, parce que finalement il y avait beaucoup d'or dans cette mine. Et c'est juste devenu, au bout d'un moment, la 2e plus grande ville de Californie. C'était une ville absolument immense. Et donc ça a commencé fin 19e. Mais très rapidement, voilà, on est vraiment... là, on va vraiment parler western et tout ce que vous voyez dans les westerns. C'est une ville qui a très très mal tourné, même si elle était très développée. Elle avait aussi sa gare... de train, enfin il y avait énormément de choses, mais il y avait voilà beaucoup de saloons, donc beaucoup de malfrats, beaucoup de personnes qui se battaient, beaucoup de meurtres,
Et finalement Bodhi a fini par avoir très très mauvaise réputation, les gens ne savaient pas s'il voulait rester, mais malgré tout fallait qu'il travaille, hein. À l'époque c'était quand même la ruée vers l'or, donc on restait dans ce genre d'endroit. Mais voilà, c'était pas non plus le meilleur endroit pour voir grandir des enfants. Il faut savoir qu'à la fin du XXe, la ville a subi un très très grand incendie. Comme tout était fait de bois avec la plaine et les herbes sèches, le feu a tout consumé, quasiment tout. Et donc les gens finalement se sont enfuis. Mais ils se sont enfuis et ne sont jamais revenus. C'est-à-dire que tout le monde est parti et n'est jamais revenu. On a quand même réussi à sauver 10% de la ville. Les habitants des maisons qui restaient ne sont jamais revenus. Donc finalement, rester des maisons comme ça avec des meubles, des vêtements, toutes ces choses, comme si les gens allaient revenir finalement dans les 5 minutes, mais non, ils sont jamais revenus. Il n'y a qu'une seule personne qui est restée à Bodhi, elle est restée seule hein, jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'elle décède, elle est restée, on va dire 15-20 ans seule. Et à partir de là, une fois qu'elle était morte, il n'y avait vraiment plus personne à Bodhi, et Bodhi a été complètement abandonné, personne ne revenait. Même pas pour récupérer les affaires, personne ne revenait. C'est resté à l'abandon pendant environ 20-30 ans, et ensuite c'est devenu un parc national historique, où on a décidé vraiment de maintenir l'atmosphère, les maisons, mais sans le dénaturer, sans apporter de modernité, et surtout pour éviter que le terrain soit racheté, démoli pour qu'on y construise je sais pas quoi. Donc c'est juste maintenu ce qu'il faut, et d'ailleurs quand on y va, ce qui est étonnant en fait, c'est bien sûr de voir ces maisons qui tiennent à peine, hein. Il y en a certaines qui sont maintenues, en fait elles ont fini par se pencher, comme ça elles sont maintenues par une planche sur le côté pour éviter qu'elles s'effondrent, enfin c'est assez impressionnant. Et quand on arrive, on se rend compte qu'il y a des détritus absolument partout, mais des détritus d'époque, hein. C'est pas des gens aujourd'hui qui jettent des paquets de chips, c'est des détritus d'époque, des anciennes boîtes de conserve, plein de choses, et que ça n'a jamais été ramassé depuis une centaine d'années. Et en fait, quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte qu'il y a une sorte de légende autour de ces objets qu'on a appelés artefacts, et que on dit que si quelqu'un ramasse un de ces objets, eh bien ça porte malheur. Bodhi refuse absolument de parler de paranormal. Ça arrive, hein, un petit peu. Nous en France, on a l'inverse, hein, on a beaucoup de monde qui refuse de parler de paranormal et très très peu qui s'ouvrent à ça. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui assument et il y en a quelques-uns quand même qui sont récalcitrants. Bodhi Ghost Town fait partie de ces endroits. Ils veulent juste vraiment conserver ce côté historique et vraiment ce travail de mémoire. Ils veulent vraiment pas avoir affaire au paranormal, aux enquêteurs, aux histoires de fantômes. Malgré tout, il y a pas mal de témoignages de gens qui ont visité le lieu, qui disent oh là là, il s'est passé ça, ça, ça. Alors c'est beaucoup d'histoires de personnes qui vont sentir la nourriture comme si quelqu'un était en train de cuisiner dans la maison, des bruits de personnes qui parlent dans la maison, voilà, toutes ces choses-là. Mais voilà, vraiment Bodhi, les personnes qui s'occupent de Bodhi Ghost Town refusent que tout show télé ou tout enquêteur vienne. Et je le sais de source sûre puisque je connais en fait les personnes qui s'occupent de trouver les lieux d'enquête de Ghost Adventure. Dev donc m'avait dit qu'ils essayaient depuis de longues années d'aller à Bodhi Ghost Town, d'aller avec l'équipe enquêter, faire un tournage pour un épisode, mais que vraiment Bodhi ne lâchait pas et que c'était hors de question, voilà. Donc je sais de source sûre que les enquêteurs ne sont pas les bienvenus là-bas, que les témoignages sont partagés sur des forums ou sur des choses comme ça, mais qu'eux en tout cas n'en parlent pas du tout et ne font pas référence à ça. Quand je suis arrivée à Bodhi Ghost Town, alors ce qui est rigolo c'est qu'avant d'arriver à Bodhi Ghost Town, on commence vraiment à s'enfoncer un petit peu dans les plaines, dans les collines, on s'éloigne des villes. La dernière portion de route c'est 30 minutes sur un petit chemin de terre, donc c'est juste dingue, on s'enfonce comme ça dans la colline. Et puis la ville commence à apparaître. Alors malgré tout c'est assez étendu, il reste que 10%, mais c'est quand même assez grand et étendu, il reste pas mal de choses, hein. Donc j'imagine même pas à quel point ça devait être impressionnant à l'époque. Alors c'est pas très cher, hein. Il y a juste une place de parking à payer, on passe par une petite guérite, on se gare et puis à partir de là, le reste de la visite se fait à pied, donc on est absolument libre. Et moi j'ai tout de suite été happée par le lieu. Je suis une grande fan de Silent Hill.
Et là clairement il y avait cette atmosphère tout le long, c'était juste incroyable. Alors visuellement on avait l'impression d'être dans la petite maison dans la prairie, mais en plein film d'horreur quoi, vraiment le truc qui aurait mal tourné en mode Silent Hill. Et ce qui marque au tout début, dès le départ et tout le long de toute façon, c'est le vent. En fait, comme on est dans une sorte de plaine, il y a toutes ces hautes herbes jaunies par le soleil qui sont sèches, et du coup le vent est là en permanence. Il est assez fort et il fait grincer les maisons, il souffle dans la plaine et il y a un bruit environnant qui est très très j'ai envie de dire prenant parce que c'est pas forcément effrayant, mais il est prenant, c'est-à-dire qu'on clairement les gens visitent ne parlent pas, ils visitent, ils sont pris par le truc, et il y a vraiment une atmosphère naturelle qui est juste complètement dingue. Les maisons du coup elles sont fermées, on n'y entre pas parce qu'ils veulent vraiment conserver ce qu'il y a à l'intérieur, ils veulent pas que les gens pillent, mais on peut quand même regarder par la fenêtre, et quand on commence à s'approcher, qu'on regarde par la fenêtre, on a juste l'impression d'être un gros voyeur parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y a encore des gens dans ces maisons. C'est complètement dingue de voir qu'il y a un lit qui est encore à moitié défait, une table qui vient d'être mise comme si on allait servir leur repas, des vêtements, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment hyper impressionnant. On a l'impression qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui va surgir et qui va dire ah, tu fais quoi là? Pourquoi tu regardes par la fenêtre? Et donc on se sent un petit peu mal en fait de regarder par la fenêtre. Mais voilà, c'est passionnant. Et donc tu visites tout cet endroit qui est tellement grand que comme t'as envie de t'arrêter partout, moi je fais beaucoup de photos, enfin ça m'a pris des heures, et moi j'ai été happée, enfin je suis partie avec une bande d'amis, et en fait au moment où j'ai posé les pieds par terre, je suis sortie de la voiture, j'ai été happée par la ville, je suis partie toute seule, enfin j'étais complètement hypnotisée par cet endroit magnifique. J'avais la chair de poule tout le temps, clairement, j'avais l'impression que tout le monde, enfin qu'il y avait des gens aux fenêtres et qu'on m'observait en fait. J'avais vraiment pas l'impression d'être seule, et pourtant la majorité du temps c'est tellement grand, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient finalement. Tu te retrouves seule dans les allées. Mais voilà, une très forte sensation. Et ce phénomène paranormal, il m'est arrivé, on va dire indirectement, il m'est pas arrivé à moi, mais à une des amies qui était là, mon amie Jess, je t'embrasse. Donc quand je finis par retrouver le groupe, vient vers moi et me dit est-ce que c'est hanté? Je me dis tiens, quelle question. Je fais bah écoute, j'ai vu 2-3 témoignages, et puis je fais de toute façon ça fait partie de ces lieux qui ont beaucoup d'histoire, donc oui il doit y avoir une certaine mémoire des lieux, il y a certainement quelque chose. Je lui fais pourquoi? Je fais bah écoute il m'est arrivé un truc. Et en fait l'histoire c'est que elle était donc en train de prendre des photos. Là, elle se retrouve face à... Alors, je crois que c'était un bar. Elle prend d'abord des photos, ça c'est important. Et elle s'approche, donc à ce moment-là, elle est seule. Elle s'approche donc pour faire comme tout le monde, hein, puisque tout le monde regarde par les fenêtres pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle regarde à l'intérieur. Et là, d'un coup, donc de l'autre côté, donc à l'intérieur du bar, comme si quelqu'un était caché sous la fenêtre, qui surgit face à elle et qui fonce, mais presque de manière, on va dire, pas humaine, hein, ça a été vraiment très très vite, dans le fond de la pièce, et qui part se cacher dans une autre pièce. Et voilà, ça a duré genre 5 secondes, mais ça a été, ça a vraiment sauté devant ses yeux, un petit peu, vous savez, comme les boîtes surprises avec le clown qui sort. Et ça l'a vraiment effrayée. Et donc, bah évidemment, après, elle s'est un petit peu reculée. Elle est partie voir une de mes amies pour lui raconter. Enfin, voilà. Et donc, après, elle m'a trouvée pour me raconter. Et là, je lui fais waouh. Je fais ouais, c'est quand même assez puissant. Enfin, je sais que c'est une personne qui n'a pas inventé pour se rendre intéressante. Je lui fais entièrement confiance. Donc, je lui fais écoute, on va y retourner. Donc, on y retourne à plusieurs. On commence à regarder à l'intérieur, tout ça, pour voir s'il se repasse pas des choses. Bon, on n'a rien vu. Et après, quand on retourne à la voiture, elle regarde ses photos parce qu'elle me dit attends, moi genre une seconde avant que je m'approche de la vitre et qu'il se passe ce truc, j'ai pris une photo. Et là du coup en fait la photo était plutôt prise de loin, donc je rappelle qu'à ce moment là elle est seule et il n'y a personne d'autre sur les côtés. Et donc enfin sur la photo on voit plusieurs bâtiments, donc je lui dis c'est lequel, elle me dit là, et puis c'était à cette fenêtre. Et elle me dit ça s'est passé là. Et du coup elle zoome. Et quand elle zoome, là on voit une sorte de visage apparaître
Alors c'est pas un visage comme nous, hein. Ça fait partie de ces visages un petit peu fantomatiques. Et genre on a psychoté parce qu'on zoomait, dézoomait, on essayait de voir. Moi j'ai essayé, une fois après, j'ai récupéré la photo, j'ai essayé de l'analyser tout ça, de jouer sur le côté négatif, tout ça, et elle ressort vraiment beaucoup. Alors attendez, avant tout, je vous montre la photo et je vous laisse regarder par vous-même. Alors, petit indice, c'est plutôt en bas sur le carreau du milieu. Je la laisse pas longtemps, si vous voulez vraiment passer du temps à la regarder, vous mettez pause et puis on en parle après. Donc vous voyez, c'est pas évident. On voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a une sorte de visage, on arrive à distinguer vraiment bouche, nez, des yeux, mais ça fait partie de ces choses, de ces phénomènes, surtout sur photo, qui sont très très compliqués à analyser. Moi, la première, quand j'ai des personnes qui m'envoient des photos avec ce genre de choses, je suis la première à le réfuter, à le refuser, à refuser d'analyser ces éléments parce que c'est très compliqué, il y a plein de choses qui entrent en compte. La vitre, sur les vitres, il suffit qu'il y ait des traces, il suffit que ce soit des ombres, il suffit que ce soit des pareidolis, des reflets, enfin il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. C'est très compliqué d'analyser une photo et ce genre de phénomène. Mais là, techniquement, comme il y a eu ce phénomène 5 secondes après qu'elle ait pris la photo, je me dis que finalement, il y a tout un truc qui fait qu'on peut s'y intéresser, s'y attarder un petit peu, sans forcément dire à 100% qu'il y a une entité là à la fenêtre qui est en train de nous regarder. Mais voilà, je me dis que le tout, le global est intéressant. Mais finalement, dans ce qui était censé être une simple visite, il y a la clé, une belle expérience paranormale complètement inattendue. Hein, on était vraiment pas là pour ça. Donc intéressant. J'aurais pas eu besoin de ce phénomène paranormal pour adorer le lieu, c'est juste un lieu exceptionnel. Si vous êtes dans le nord de la Californie, du côté de Yosemite, vraiment allez-y, allez visiter ce lieu. Voilà, il faut du temps, il faut être en voiture, il faut vouloir s'enfoncer, il faut aimer ce genre d'ambiance, mais c'est un lieu absolument magique, on va dire, pour son aspect et toute son histoire. Et voilà, en plus on a eu ce phénomène paranormal, donc on va dire que c'était le petit bonus pour nous. Une fois n'est pas coutume, je vais terminer par une petite story time. Je vais vous raconter une des plus belles histoires qui m'est arrivée dans le milieu du paranormal. Et puis là, voilà, il y a Noël qui arrive, ces petits miracles de Noël, on a envie de les entendre parce que voilà, c'est une belle période. Et moi, voilà, c'est vraiment une très belle histoire qui m'est arrivée dans ce milieu. Donc il y a 5-6 ans, j'écrivais beaucoup pour Paranormal Life, pour mon blog. J'écris plus depuis un moment, c'est regrettable parce que j'adore écrire, mais je suis beaucoup plus sur le terrain, je voyage beaucoup plus maintenant, puis j'ai beaucoup plus de supports vidéo aussi. Mais c'est dommage, en effet, j'ai perdu l'écriture, et à l'époque, vraiment, je passais ma vie à faire ça, je faisais beaucoup de recherches. Je rédigeais des articles, mais surtout je ne les rédigeais pas qu'en français, je faisais aussi toujours une traduction en anglais. Alors, ça me prenait un temps absolument dingue, mais je ne sais pas pourquoi à l'époque, je me suis toujours dit, ça va te servir, fais-le. Et puis il y a 5 ou 6 ans, je sais plus exactement, j'étais dans une sale période de ma vie, il venait de m'arriver quelque chose de très grave. Et je reçois un mail du VIP manager de Scarfest. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Scarfest, c'est la plus grande convention horreur et paranormale au monde. Ça se déroule au Kentucky tous les ans et c'est juste incroyable. Ça se passe sur le temps d'un week-end. Il y a des conférences, il y a beaucoup de monde du paranormal donc que vous voyez dans tous les shows télé, des acteurs de films d'horreur. En gros, vous prenez tout ce qui est genre Japan Expo, Comic Con et vous le mettez à la sauce paranormale horreur et c'est vraiment ce qui se passe et c'est juste exceptionnel. Pour des gens comme nous dans le para, c'est juste comme un gamin qui va à Disneyland quoi. Moi quand j'ai vu Scarface, mais j'étais comme une dingue et j'en rêvais depuis longtemps. Et donc le manager, le VIP manager de Scarface m'écrit et me dit voilà, j'ai vu ton blog, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors je sais que tu es en France, mais si par hasard tu veux venir aux États-Unis, écoute, je t'invite
à Scarfest et je t'invite en tant que presse, donc j'aimerais que tu documentes l'événement et que tu en parles pour toi sur ton blog en France, voilà, tu viens, c'est gratuit, tu auras ton passe-presse et tu documentes tout ça, tu me fais une vidéo et puis tu rentres et puis voilà, il comprenait la complexité parce que clairement il me payait pas le billet d'avion, hein, je suis pas VIP, mais par contre il me faisait un prix une fois arrivé sur place sur l'hôtel, l'événement était gratuit tout le week-end, j'avais vraiment un passe-presse quoi. Il me fait cette propale. Et là, déjà je me dis, dans l'histoire d'une vie, enfin moi, même là, avec les années, avec tout ce que j'ai pu faire, je considère toujours que je suis personne. Mais encore plus à l'époque, parce que j'avais un petit peu du mal à sortir de mon placard, et là je me dis, mais c'est un truc de fou ce qui est en train de m'arriver. On est en train de me proposer de venir à cet événement, de le documenter, et on me prend au sérieux quoi. Et puis là, le plus dingue, c'est la synchronicité, c'est que depuis des mois, j'organisais un road trip avec des potes, et on devait donc aller aux États-Unis, et quand j'ai regardé les dates et les dates de Scarfest, en fait, ça correspondait parfaitement. Et là, je me suis dit, ok, des signes comme ça dans la vie, il faut pas passer à côté, donc j'ai dit oui, clairement. Je suis donc allée à Scarfest. Donc Nick, qui est devenu maintenant un ami, le VIP manager de Scarfest, m'a donné mon passe-presse, il m'a accueilli, il m'a fait visiter, il m'a dit ce qu'il allait se passer, voilà, enfin c'était un amour, enfin c'était incroyable. Et pour la deuxième petite histoire, parce que du coup, enfin moi je suis arrivée là, enfin moi c'était Noël hein, quand je suis arrivée là-bas, c'était complètement dingue ce lieu, puis le panel d'invités qu'il y avait, je me disais, mais c'est génial, je vais pouvoir rencontrer vraiment les professionnels, parler avec eux, des gens que j'admire depuis des années. Et quand Scarfest commence, donc ça recommence le vendredi, ça commence par un black carpet. Donc le black carpet, c'est comme le red carpet de Cannes, hein, c'est, on va dire, les célébrités qui passent une à une, il y a la presse qui est là pour prendre des photos, pour poser des questions. Et donc, toutes les personnes qu'on voit dans les émissions para, dans les shows para, passent devant mes yeux, je les vois, je suis là, ouais, c'est trop cool et tout. Et là arrive Josh Geist de Destination Truth, que j'adore son show, j'adore cette personne, et ça me l'a confirmé donc le temps de la convention, parce qu'il est juste... il est exceptionnel ce mec, exceptionnel. Et donc il passe, il fait son petit défilé, il se met face à la presse. Et puis là, quelqu'un va pour lui poser une question, il dit « Attendez, j'ai quelque chose à dire ». Et là il fait je sais pas si vous savez, mais Vanessa Bibibib, je vais pas dire mon nom de famille, mais Vanessa Bibibib est là. Et là, je pense que je me suis liquéfiée. Je me suis liquéfiée, clairement, parce que je suis pas forcément timide dans la vie, mais là c'était vraiment l'affiche quoi. Et les gens évidemment ne me connaissent pas, donc tout le monde regarde un peu autour, genre quoi. Et il fait oui, Vanessa montre-toi, puis il monte du doigt, il fait Vanessa est là, Vanessa vient de France exprès pour nous, donc s'il vous plaît je vais vous demander de l'applaudir. Et là, donc les gens applaudissent, mais un peu genre on sait pas trop ce qu'on fait. Et tout le monde évidemment les yeux tournés vers moi, et moi je suis là. Et genre j'étais mais... entre le fou rire, être complètement rouge, la gêne, enfin c'était absolument atroce. En même temps, je le remercie de tout cœur parce que finalement, il a tout débloqué. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment qui était hilarant et qui était une blague de mon pote Nick maintenant, donc le VIP manager, qui lui avait dit j'ai une invitée, est-ce que tu peux faire ci, ça. Et lui, il était mort de rire dans son coin, et en fait, il a tout débloqué, puisque finalement, à partir de là, évidemment, que ce soit tous les autres guests qui étaient là, la presse qui était là, ou peu importe, les gens ont vu que j'existais, ont vu qu'une Française avait fait le déplacement jusque dans le Kentucky pour venir documenter l'événement. J'étais une fille seule, donc une fille seule, ça attire toujours un petit peu les regards. Et du coup, tout le week-end, je n'ai pas eu à aller faire le premier pas vers les gens. Finalement, ce sont eux qui l'ont fait vers moi. Et ça a été très très simple du coup pour moi pour aller faire connaissance avec tout le monde. Et là je suis en train de vous parler vraiment que ce soit les acteurs, Aaron Goodwin, les mecs de Ghost Hunters, Grant Wilson qui à partir de là qui est devenu un ami, qu'on a vraiment lié des liens à partir de là. Et tout plein de monde. Et même des gens, des fois je marchais dans la convention, me disaient ah bonjour Vanessa, et j'étais là...
what the fuck. Enfin c'était vraiment... J'en ris maintenant, je pense que j'étais hyper gênée à l'époque, vraiment vraiment très gênée. J'aime pas du tout qu'on me mette en avant comme ça, mais ça m'a tellement facilité les choses que maintenant je le remercie 1000 fois, merci Josh. Et donc à partir de là, et ben en effet j'ai connu plein de monde et ça a été, ça explique pourquoi ben maintenant je suis invitée sur des événements où il y a Nick Groff, sur des événements où il y a Amy Bruni, voilà, je connais vraiment beaucoup de monde. Et ça m'a simplifié pas mal de choses et ça m'a permis certaines collabs aussi, donc ça c'est vraiment cool. Et l'année d'après, du coup, en fait je pense que ça m'a propulsée dans mes idées, dans mon envie d'aller plus loin après la visite de cette première fois à Scarfest. J'ai développé ensuite les événements donc en France, hein, donc tout ce que j'avais fait jusque-là aux États-Unis, je l'ai ramené en France et puis j'ai essayé de permettre à des Français de faire ce que je fais, mais du coup dans leur pays sans avoir à bouger aux États-Unis, donc de visiter des lieux hantés, d'enquêter avec des enquêteurs pros. Donc ça en fait c'est grâce à tout ça finalement, c'est grâce à tout ce mouvement, tout ce qui m'a propulsé, qui m'a donné confiance en moi, et puis évidemment j'ai gardé des contacts. L'année d'après j'ai encore été invitée à Scarfest, mais cette fois-ci en tant qu'intervenant, donc c'est à dire que j'avais mon stand Paranormal Life, enfin, je pense que vous pouvez même pas imaginer la fierté le jour où j'ai mis ma grande banderole et que j'étais derrière ma table et que j'étais là, mais je représente ce que je fais, enfin j'ai un nom, je suis fière de mon nom, je le porte haut quoi, c'était vraiment trop beau. Et à l'époque, il voulait aussi que je fasse une conférence. Et j'étais hyper partante parce que je vous dis, j'ai beaucoup de choses à dire. Et en fait, je me suis dégonflée, mais totalement, et je m'en sentais pas capable à l'époque. Je pense plus maintenant, ce serait beaucoup plus simple pour moi, mais je me suis dégonflée, donc j'ai perdu l'occasion. Mais vraiment, ça a été un week-end complètement dingue. J'ai répondu à des interviews, j'ai rencontré encore plus de monde, il y a des projets qui se sont mis en place, enfin c'est la folie. Et donc en fait, c'est là aussi que j'ai rencontré, alors c'était la première année, les fondateurs de Scarfest, qui sont maintenant les fondateurs des événements de Nick Groff. Voilà, donc tout est lié finalement, tout ce que... D'avoir été invitée sur cet événement a permis plein de choses. Je rencontre de plus en plus de monde, j'ai de plus en plus de collaborations et d'amis en cours, et enfin voilà, bref, c'est juste, c'était mon petit miracle à l'époque, dans une période de ma vie qui était complètement la pire. Et ça a été une lueur dans le ciel et ça m'a apporté plein de choses, voilà. Et j'avais envie de vous raconter cette petite histoire pour terminer sur une note gaie. Écoutez, on se retrouve bientôt, voilà, je vous ai partagé les 5 lieux que j'ai visités aux États-Unis qui sont les plus hantés et qui sont absolument incroyables. Mais sachez que je repars aux États-Unis quelques semaines en début d'année, donc là je vais vous ramener encore plus de vidéos, plus d'enquêtes, certainement des lives. Mais par contre, la prochaine enquête, ce sera bel et bien en France, ce sera pas un face cam, ce sera une enquête. J'ai ramené plein d'enquêteurs, on va être plusieurs et on va se retrouver dans le lieu le plus hanté de France, et je vais vous ramener cette petite vidéo dans les premiers jours de janvier. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, mais en attendant, c'est la fin d'année, c'est les fêtes, aimez-vous, faites-vous plaisir, mangez, on s'en fout, c'est la fin d'année, c'est Noël. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, je vous embrasse très très fort. Alors donc Eastern State, qui est donc la prison Eastern State. Ah putain.